Et nous retrouvons également un responsable intercommunal, Alain Roussel, qui est le président de l'Interco Vosges-Côte Sud-Ouest. Sophie Lafenêtre, qui est la directrice générale de l'EPF Occitanie, l'établissement public foncier de la région Occitanie. Christine Lecomte, la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et puis Stéphanie Dupuis-Lyon, la directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Voilà, messieurs, mesdames, prenez place. Et puis, Juliette Auricoste peut nous rejoindre aussi s'il y a des questions dans cette séquence sur le programme et les outils que propose le programme Petite Ville de demain. Alors, on reste fidèle à notre formule et avant de rentrer dans le débat, on va sur le terrain, on y va en images. Et cette fois, nous partons dans les Vosges et nous allons voir comment on travaille avec l'établissement public foncier. Les élus avaient déjà engagé des réflexions sur l'urbanisme à l'échelle de l'intercommunalité. Avec le programme Petite Ville de demain, cela leur donne aussi les moyens de réfléchir davantage à la recomposition des îlots urbains et notamment des îlots qui sont fortement dégradés au sein des bourgs-centres et des villages. L'abattoir, c'est un bâtiment qui date des années 1900. Grâce à l'étude de revitalisation de centre-bourg, c'était une des priorités pour en faire un marché de produits locaux. On a une fiche action qui correspond aussi à la valorisation des bords de Saône. Donc ça consisterait à faire un cheminement en bordure de Saône. Donc on a acquis des terrains à bord de Saône qui étaient en friche. On va étudier l'hypothèse de refaire ce carrefour dans sa totalité, de faire une partie de végétation ainsi que des emplacements pour les stationnements, avec l'intermédiaire des habitants, ce qui est tout à fait normal. Cette rue principale, donc, qui était la rue Marchande et qui est toujours la rue Marchande, où on a eu quand même beaucoup de pertes de commerce, notamment pour des raisons très simples, donc des départs en retraite souvent, et qui n'ont pas été repris. Et ensuite, on se retrouve aujourd'hui avec un vrai manque d'activité commerciale. Le commerce, l'artisanat, c'est ce qui fait aussi la force de nos villages. On n'a pas des industries extrêmement importantes pour donner de l'activité. Et on peut penser aussi que demain, peut-être pas qu'on retrouvera des commerces d'antan, mais on a peut-être des nouveaux métiers qui vont venir s'installer et qui vont trouver place et qui vont trouver vie sur notre territoire. Et preuve en est, tout à fait là, ici, on a une ouverture très prochaine donc d'une jeune fille, une jeune dame donc, qui va s'installer en tant qu'esthéticienne. On se fait aider par le PFGE, l'établissement public foncier du Grand Est, qui nous apporte son expertise, avec qui nous avons signé une convention pour essayer d'aider les maires à résoudre ces problèmes de ruines dans leur commune. Et je pense que là, on va pouvoir récupérer nombre d'espaces très intéressants. Et voilà, on parle beaucoup de foncier cet après-midi, et donc on va continuer quand il s'agit de bâtir la ville sur la ville,
Bien sûr, c'est l'habitat, mais c'est aussi lié au foncier pour le commerce, au foncier productif. Alors je me tourne pour commencer vers Sophie Lafenêtre. Vous êtes directrice générale de l'établissement foncier d'Occitanie. Et vous êtes bien évidemment appelée à travailler sur des sujets similaires dans votre région. Vous accompagnez des collectivités souvent sur des questions aussi de recyclage immobilier, de dépollution quand on parle de friches, mais peut-être d'abord sur le rôle de l'établissement en termes d'ingénierie et d'aide dans la maîtrise foncière. Oui, je vous remercie. Alors aujourd'hui, j'interviens un peu au titre aussi du réseau national des établissements publics fonciers en région. Tout à fait. Oui, alors nous sommes là pour accompagner, nous on est vraiment spécialisés sur la question de l'ingénierie foncière pour accompagner au service des projets des collectivités en règle générale. Moi je commencerai par un propos vraiment introductif pour dire que on intervient vraiment par rapport à des projets qui sont extrêmement variés. C'est-à-dire on a entendu parler à la table ronde précédente des questions d'activité économique, on parle beaucoup de friches, et c'est pas du tout la même façon d'intervenir sur un centre ancien avec de la vacance, de l'habitat dégradé ou de la vacance commerciale, de la partie faubourg avec un tissu plus résidentiel, de la partie plutôt périurbaine ou à requalifier, ou de l'intervention sur justement des friches industrielles avec de la pollution, ou des friches d'habitat avec de l'habitat vraiment extrêmement dégradé, vacant, sur des îlots entiers. Donc si les outils sont les mêmes, la manière, la stratégie pour les mettre en place et la tactique à mettre en place sera différente en fonction justement des besoins, et c'est là qu'on le retrouve dans les documents d'urbanisme, dans les projets des collectivités qui sont portés. Alors on m'a demandé d'intervenir surtout en témoignage. Voilà, et on voit justement le type d'intervention que vous pouvez faire, multiple. Vous êtes présent sur tout ce territoire régional. Alors la région Occitanie est un laboratoire assez intéressant puisqu'on a vraiment une région contrastée. On a du littoral, de la montagne, du très urbain, du très rural. On travaille en Lozère, on travaille en Ariège, on travaille dans l'Hérault. On est sur des choses très variées avec des besoins sur des questions économiques, sur des questions habitat, sur des questions risques également. Donc tout à fait comme le collègue d'ailleurs de Grand Est qui juste n'a pas le littoral mais en tout cas retrouve bien les mêmes problématiques. Donc par rapport à ça, je tiens à saluer également notre nouvelle présidente, Claire Lapéroni, élue de Pont-Saint-Esprit et qui est commune PVD et également conseillère régionale, qui a souhaité, dans la prise en main de sa présidence, revenir sur cette ingénierie et souligner l'ingénierie qu'on doit mettre en place. On est là en théorie pour accélérer, accompagner vos opérations, mais des fois accélérer, ça veut dire prendre le bon temps au départ. Donc dans la capacité d'ingénierie qu'on a mis en place, vous avez trouvé 4 pans finalement. Il y a la question des études, on en revient sur les études préopérationnelles. Et ça, le programme PVD vient accompagner également ces choses-là. On est beaucoup maintenant de partenaires à être sur les études. C'est pas tant la question financière, c'est vraiment la question du cahier des charges et d'avoir des bureaux d'études en face de nous pour mener le bon niveau d'expertise qui permettent de gagner du temps après sur le projet. C'est-à-dire en perdre un peu au départ nous fait gagner quand même des fois faire le bon diagnostic et un diagnostic suffisamment fin. On parlait des bassins d'emploi, des notions de filière, des notions archéo, des notions... Voilà, on est vraiment sur ces questions des études qui sont très très opérationnelles avec une finalité de montage économique. Donc ça, on doit l'accompagner. Ensuite, vous avez la partie, on va dire, travaux, justement. Ça peut rejoindre les friches, mais pas que. Il n'y a pas que des questions de friches. Où on a développé, je sais que Grand Est est très affûté sur cette question-là, toute une ingénierie en matière de maîtrise d'ouvrage, de manière à sécuriser les opérateurs qui sont amenés après à intervenir sur vos projets. Souvent, le plus difficile, c'est de trouver les opérateurs qui vont prendre le risque, finalement, de l'urbanisme sur le sujet. Donc, nous, on le prend en achetant, finalement, avant que le projet soit finalisé. On aide à mener les études qui vont bien. Et après, s'il faut conforter, dépolluer, démolir, cureter, toutes ces choses qui sont très très aléatoires, on peut être amené, alors on ne le fait pas tout le temps, mais à appuyer de manière à sécuriser justement ces opérateurs privés qui viendront par la suite. Sécuriser et puis rendre viable aussi des opérations qui ne seraient pas économiquement intéressantes pour les propriétaires. Ça, on est censé le vérifier un petit peu en amont. Et c'est là qu'on en vient sur le 3e volet qui est quand même l'appui à l'ingénierie financière. Mais comme je le dis souvent, c'est pas tant ça finalement le nerf de la guerre, parce que si on l'a bien étudié en amont, si vous voulez un projet, ça bloque au niveau du
du tour de table financier quand on a aussi des surprises. Souvent, vous avez un investisseur qui arrive et puis finalement, on découvre qu'on va prendre 2 ans pour des procédures ou qu'on a un souci archéo ou qu'on a un autre souci non prévu. Si vous le savez en amont, le montage financier compris par l'opérateur privé n'est pas le même. Voilà, c'est les surprises qui font qu'après, une fois que le tour de table est bouclé, on a du mal à aller chercher la centaine de milliers d'euros qui va manquer. Donc l'idée, c'est vraiment de sécuriser le plus en amont possible. Donc on a également mis en place quand même, parce que certains projets, notamment en centre ancien, le plus cher, c'est pas d'acheter. Le plus cher, c'est d'arriver après à traiter les travaux en milieu constitué avec des rues étroites. Voilà, c'est vraiment la surcharge foncière. Donc, on se retrouve à vendre à perte, à minorer pour aider à sortir les opérations, nous, côté établissement. Et puis, le dernier pan d'ingénierie qu'on a évoqué, c'est la capacité d'expérimentation, à savoir tout ce qu'on n'aura pas prévu dans notre règlement d'intervention, qu'on puisse, sur des cas particuliers, se dire on y va, on va tester. Ça veut dire qu'il faut de la souplesse, là. Il faut de la souplesse, il faut s'adapter. Comme on le dit, on essaie de prendre les interstices, c'est-à-dire les partenaires dans le dispositif ont tendance à énormément financer maintenant l'ingénierie, et là on se dit il faut aller quand même sur la partie travaux, réfléchir sur les montages opérationnels, notamment sur des petites villes, et c'est là que je conclurai moi pour dire par rapport à la toute première table ronde, l'intérêt de ces collectivités, c'est qu'il y a beaucoup de capacités à faire en régie pour travailler sur des villes moyennes et des grandes villes qu'on ne retrouve pas forcément sur les villes moyennes et grandes villes. C'est cette capacité à faire du démembrement. Donc en expérimentation, on commence à acheter, à revendre l'usufruit à l'euro symbolique à une collectivité qui peut faire ses travaux et commencer à louer, donc avec des recettes locatives, et nous racheter plus tard. C'est ça, cette ingénierie d'expérimentation qu'on met en place, qui est extrêmement dynamique sur les petites villes. Et alors surtout sur ces centres-bourgs, centres-villes, avec un habitat dégradé. On voyait des images tout à l'heure. Oui, pardon. On voyait des images des Vosges avec des centres-bourgs très minéraux, et puis ensuite, et surtout des îlots immobiliers qui étaient très dégradés. Je voulais juste vous passer... C'est le bouton vert, c'est ça? Oui. Et puis vous le voyez devant vous normalement. Voilà. Voilà, c'était des exemples. Tout à fait, c'est vraiment cette capacité à traiter en fonction des situations, à proposer des montages à la fois travaux, des montages économiques et des montages démembrement ou bail ou, comme on l'a dit, cession d'usufruit, pour traiter des situations très différentes. Je vous ai donné en 6 exemples là quelques sujets. On peut se retrouver avec des friches comme à Saverdun, où là on sera sur un projet d'aménagement sur une grande friche qui était une imprimerie plus de garage automobile. Hauterie, vous voyez qu'on est sur du bâtiment patrimonial, sur une opération qui sera mixte, qui est plutôt à l'immeuble. Mirande, pareil, on est totalement dans un commerce qui s'en va et on se retrouve avec un rez-de-chaussée vacant, comment on va traiter. Donc là, c'est une proposition de tiers-lieu. Derrière, vous avez encore une friche sur le Gros du Roi, on est sur une question de camping. Enfin, on est dans des univers qui sont très très différents. Et puis après, vous avez, alors c'est notre sujet du moment, Saint-Laurent-de-la-Salanque, quand vous êtes dans les centres anciens, avec des façades classées et derrière un modèle économique qui est à travailler avec vraiment les acteurs et l'écosystème locaux. Et puis vous avez quelques projets, c'est le dernier exemple sur lequel moi je voulais rester pour vraiment conclure. Vous avez des projets dans ces petites villes qui sont toute la reconfiguration, par exemple, d'une entrée de ville comme ça, où vous avez un premier bâtiment qui est un ancien casino, je crois, enfin en tout cas une moyenne surface commerciale. Vous avez derrière une cave coopérative. Et tout l'intérêt de l'ingénierie et la dynamisme de PVD, c'est que grâce à la réflexion en mettant les acteurs autour de la table, la ville se lance dans un programme phasé. C'est-à-dire que la prise en compte d'un phasage, on ne va pas tout faire directement parce que justement il faut réfléchir finances de la collectivité, capacité d'investissement, aller chercher les opérateurs, font qu'on se retrouve à phaser de manière un peu intelligente les choses et aller chercher les opérateurs plutôt que la maîtrise publique n'est pas une finalité en soi. Donc on ne va peut-être pas se retrouver, on a acheté le casino ou le Lidl, je ne sais plus, nous n'allons peut-être pas acheter les autres bâtiments parce que le levier, en tout cas dynamique, par rapport à l'hôtel d'entreprise que va mettre l'intercommunalité dans cette ancienne surface commerciale, fait que d'autres investisseurs sont attirés et commencent à venir. Donc mais savoir où on va et le faire au rythme adapté. Les études, les bonnes études. Merci. Christine Lecomte, vous êtes la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Comment vous vous situez d'abord par rapport à ces programmes nationaux avec, donc, on parle de recyclage immobilier. C'est un mot dans lequel vous vous retrouvez bien. Et comment vous combinez esthétique, qualité de vie, qualité environnementale et puis maîtrise des coûts, parce que c'est ce qu'on vous demande aussi.
Bonjour à tous et à toutes. Donc déjà, oui, c'est très important. Et même pour nous, je dirais que c'est des lieux d'innovation et d'expérimentation qui sont extrêmement appropriés aux besoins de demain, les petites villes. Parce que, comme vous l'avez dit, madame, en fait, c'est des lieux où il y a une possibilité de faire vite, de faciliter les leviers. Et même nous, les architectes, on a besoin en fait parfois de pouvoir être en dialogue extrêmement présent avec les acteurs pour pouvoir faciliter ces leviers. Ce qui est hyper important, je crois, c'est que déjà se dire que chaque petite ville est une ressource et que tous ces territoires sont autant de ressources différentes sur lesquelles il va y avoir finalement plein d'outils qui sont là, hein, que la DGALN, que Petite Ville de Demain, que les EPF portent. Mais comment est-ce qu'on va mettre en musique tous ces outils? Et en fait, c'est là le rôle du maire. Et si les architectes peuvent aider, j'espère qu'on aidera à cet endroit-là. C'est vraiment là où on se dit dans quel sens on les prend, quel outil on utilise, à quel endroit, pour quel moment. Et surtout, où est-ce que je veux emmener ma commune par rapport à ce récit que je dois construire et qui doit faire corps avec les habitants. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on prône le moins de démolition possible, par exemple. Notamment parce que ces villes ont du caractère, toutes. Hein, par exemple, on a oublié, mais 15% du patrimoine de la France est fait en terre crue aujourd'hui. Donc c'est un matériau complètement innovant. Aujourd'hui, on en a besoin. Donc c'est important pour nous de travailler avec la matière première existante et à penser cette réhabilitation de la manière la plus intelligente possible. Donc ça veut dire que parfois il va falloir peut-être regarder son patrimoine avant de se dire j'ai envie de ça, mais peut-être regarder le patrimoine et se dire mais à partir de ce patrimoine, qu'est-ce que je vais pouvoir créer comme programme, qu'est-ce que je vais pouvoir emmener comme usage, parce que finalement j'ai déjà ça ici et ça me coûtera peut-être moins cher de faire dans ce sens-là. Et là, c'est vrai que les architectes qu'on a l'habitude de cantonner, on va vous appeler pour dire, voilà, on va faire une médiathèque, on va faire 3 logements, etc. On redéploie un peu notre intervention, notamment des choses qu'on fait tout le temps quand on est dans les études d'architecture, c'est-à-dire de la pré-programmation, du travail en amont, essayer de savoir comment on peut accompagner les élus et les décideurs justement dans la définition des objectifs. Et justement, là, le périmètre de la petite ville est parfaitement adapté à ce genre d'opération. Totalement, parce qu'on peut élaborer un dialogue, une confiance et un travail partenarial sur du long terme avec une connaissance du territoire. Et ça, c'est pour ça que moi je pense que s'intéresser au CAUE quand on est un maire, donc les conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, pour aller voir des départementale, architectes, voilà, aller voir les architectes conseils de l'État dans les DDT, dans les DRAC qui sont aussi à vos services, se pencher à aller voir l'ABF que parfois on fustige un peu parce qu'il n'est pas toujours aidant, mais en fait, finalement, si on regarde bien, en fait, ils sont aidants si on arrive à les avoir avec nous à la base. Et puis vous avez quand même, même s'il n'y en a pas dans toutes les villes, 30 000 architectes libéraux en France qui sont prêts à travailler sur ces sujets-là et à venir en amont pour aider les élus à regarder leur bâti, à regarder leur territoire et toutes les possibilités qu'il y a dedans. Donc c'est vrai que moi c'est un appel que je fais au maire, hein. N'hésitez pas à aller voir vraiment cette discipline qui peut vraiment décoincer des sujets. On le voit souvent là avec ce qui s'est fait avec l'établissement public foncier, c'est souvent à partir du bâti qu'on se dit mais en fait il y a ces potentiels. Et donc voilà, si on peut aider dans ce point de vue, moi je travaille avec les architectes du Conseil de l'Ordre dans ce sens-là pour qu'évidemment on puisse être à votre service et au service du territoire. Et puis le baromètre Ipsos a parfaitement montré ce besoin de qualité, hein, pour être dans l'attractivité. Besoin de nature aussi. Alors l'architecte il est sur le bâti, mais vous avez aussi aujourd'hui une approche qui n'est pas seulement minérale, hein. Ce qui est extrêmement intéressant dans les petites villes aussi, c'est qu'aujourd'hui on stigmatise beaucoup la maison individuelle d'un côté et le logement collectif de l'autre. Et dans ces petites villes, vous avez parfois exactement une typologie qui est entre les deux, c'est-à-dire la possibilité justement de venir retravailler sur des cœurs d'îlots ou alors d'aller travailler sur certains patrimoines un peu anciens dans lesquels on a côte-côte un espace extérieur. Et puis on peut aussi travailler autrement qu'on le faisait avant, c'est-à-dire dans certaines petites villes, vous avez aussi un bâti trop dense qu'on ne veut plus habiter parce qu'on se dit voilà, il n'y a pas la place, on ne va pas mettre la voiture, les enfants ne vont pas voir jouer dehors, les pièces sont trop petites. Et là aussi, il y a un vrai travail d'architecte à faire pour accompagner, et parfois on ne va pas densifier, on va dédensifier et on va soustraire pour permettre justement de redonner de la place en cœur de ville et de redonner envie de vivre dans ces cœurs de ville. Merci Christine Lecomte. Alors Alain Roussel, vous êtes
maire d'une commune de 300 habitants dans cette intercommunalité qui compte 3 petites villes de demain sur votre territoire, Darney, Lamarche et Montureux. Comment on travaille collectivement pour bâtir un projet partagé? Et quels conseils, là encore, vous donneriez pour lancer une démarche sur des enjeux liés au recyclage, à la réutilisation du foncier? Alors bon, déjà, je suis maire d'une commune de 220 habitants seulement. Donc président avec l'attractivité, elle sera bientôt à 300. C'est important. Donc, président d'une communauté de communes de 12 000 habitants sur 60 communes, effectivement. Donc, vous voyez le caractère très rural de cette communauté de communes. Et la communauté de communes, en particulier, je pense que je me suis mis très en avant sur ce sujet, a défendu l'idée que les 3 bourgs-centres, les 3 anciens chefs-lieux de canton, puisqu'on en est aussi là, des cantons renouvelés, des communautés de communes qui se sont transformées. Avec 3, on en a fait une. Avec 3 cantons, on a fait... voilà. Donc l'idée, c'était que les 3 anciens bourgs-centres soient petites villes de demain. Et ça, c'était un combat, aussi bien auprès des services de l'État qu'auprès des services du conseil départemental, puisque chez nous, dans les Vosges, c'est le conseil départemental qui complète le financement aux côtés de l'État. Et c'est très important. Je pense que la communauté de communes avait un rôle à jouer pour garder ces 3 bourgs-centres avec une fonction de centralité. 3 bourgs-centres dans lesquels on a réussi à ce qu'il y ait un France Service aussi, c'est extrêmement important. Et nous, là-dedans, on joue le rôle de coordonnateur. Et puisqu'on était dans l'urbanisme, ça me semble important, mais on a un PLUI qui démarre sur cette opération. On a une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui démarre. On a une convention avec le PFGE chez nous, Grand Est. Chez nous, le PFL, qui existait déjà depuis longtemps, Lorraine, est devenu GE depuis quelques mois maintenant, Donc une convention qui va nous permettre d'agir aux côtés des petites villes de demain, mais aux côtés aussi des maires des villages. Parce que, bon, vous n'avez pas passé forcément les images les plus spectaculaires, mais on a aussi nombre de ruines bien plus spectaculaires que celle-là. Bien plus spectaculaires que celle-là. Malheureusement, je crains que beaucoup de vos collègues aussi partagent des ruines spectaculaires. Non, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, partout en France. Mais ce que vous nous dites, c'est que vous mobilisez tous les outils possibles, les partenaires, c'est ça, vous laissez rien passer. Voilà, donc l'idée d'un territoire comme le nôtre, avec un caractère très très rural. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est un effet de mode, les maisons se vendent beaucoup comme dans nombre de territoires ruraux, mais elles se vendent énormément. Et notre projet de territoire pour les années qui viennent, c'est l'accueil de ces nouvelles populations. Les services, on les a mis en place, on a effectivement des maisons de santé, dont une qui est bien fournie. On a l'accueil, on a une communauté de communes qui a toute la compétence jeunesse et en particulier la compétence scolaire, donc qui gère l'ensemble des programmes pour la jeunesse sur l'ensemble du territoire. Donc on a préparé les services. Maintenant, il nous reste effectivement, on a du foncier bâti, souvent en mauvais état. Et on sait aujourd'hui qu'on ne pourra pas développer nos communes en dehors de leur périmètre. À nous d'agir sur ce périmètre bâti et d'essayer de trouver des solutions. Sobriété foncière, donc l'accepter, c'est comme ça, c'est la nouvelle règle du jeu, donc y aller à fond, mais aussi répondre aux attentes de ces nouveaux habitants. Alors c'est vrai que vous dites, aujourd'hui on n'a pas de mal à acheter des maisons, les départements s'en portent très bien en droit de mutation en ce moment, c'est la preuve qu'effectivement ce marché de l'immobilier dans vos petites villes, il fonctionne, mais il faut l'adapter en permanence. Et mot recyclage, est-ce que vous avez les acteurs locaux pour ce recyclage, cette adaptation? Et est-ce que vous anticipez aussi les attentes de ces nouveaux habitants ou des habitants tout simplement, par exemple, comme on l'évoquait ce matin, qui ont envie de mieux vivre et mieux vieillir sur leur territoire? Mieux vieillir, c'est assez facile. Enfin, c'est plus facile. On a effectivement beaucoup de jeunes retraités qui arrivent dans nos territoires venant des agglomérations
plus grosse voisine, hein, effectivement, qui regarde s'il y a la maison de santé, mais surtout s'il y a des médecins dans la maison de santé, hein, parce que la maison de santé c'est bien, mais il faut surtout qu'il y ait des médecins dedans. Bon, pour l'instant, on l'a à peu près. On a aussi un travail, et c'est intéressant que vous soyez là, parce que je travaille avec de jeunes architectes du territoire qui ont transformé d'anciennes fermes en des résidences, enfin des maisons tout à fait adaptées à la vie d'aujourd'hui. Hein, on peut adapter facilement de très grosses maisons à la vie d'aujourd'hui et à la demande qui peut résulter de gens qui viennent chez nous. Alors qui viennent chez nous parce qu'ils y trouvent du travail, parce qu'il y a du travail. Il y a aussi du travail pour des cadres, pour des gens qui ont un certain niveau et qui ont envie d'avoir des maisons un peu plus élaborées, avec de l'espace autour, avec une nature abondante, hein, parce que là, on est aussi dans un dispositif forêt d'exception. Vous êtes en plein dans la cible du baromètre et de l'étude Ipsos, là. Il me semble que, j'ai entendu tout à l'heure, la cible, il me semble qu'on est en plein dedans, mais à nous de nous projeter et de travailler tous ensemble. Et on a la chance, nous, d'entrer on essaie d'entrer dans tous les dispositifs. Petite Ville de demain, pour nous, c'est un dispositif d'avenir. Merci. Alors, et vous, que faites-vous? Quelles sont les choses que vous pouvez réaliser, que vous voulez partager avec vos collègues d'autres territoires cet après-midi, mais aussi les points de blocage ou ce qu'on appelle les irritants? C'est à vous, n'hésitez pas. Bonjour. Voilà. Donc Laurent Mirman, maire de la commune de Craponne-sur-Arzon, en Haute-Loire. Deux sujets qui me tiennent à cœur. Le premier sur l'EPF et le portage. Vous parlez de sécurisation, mais je pense qu'il y a un volet qui est un peu oublié, celui dans l'embellissement dans votre portage. Aujourd'hui, on parle souvent de jachère. On pourrait parler aussi de jachère fleurie quand on a de l'immobilier. Et je trouve qu'il y a un petit pendant qui manque là-dessus, où on sait dépolluer, on sait porter. Mais il faudrait aussi savoir embellir nos vieilles maisons qui sont pour l'instant en front de rue et dont les volets ils sont un petit peu délavés, les façades un peu décrépies. Donc c'est peut-être quelque chose à inventer. Et le deuxième élément que je voulais porter à connaissance, mais je pense que pour tous les territoires détendus c'est la même chose, c'est le coût de la réhabilitation. On a des aménités, on a envie de vivre différemment, on veut transformer le bâti. Le coût de la rénovation aujourd'hui dans nos zones détendues coûte plus cher que le coût de la construction de neuf sur la parcelle individuelle. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un besoin d'aide. Alors, je ne sais pas si c'est l'ANA, si c'est d'autres financements qui doivent arriver, des besoins d'accompagnement, soit aux porteurs projets privés, soit en accession à la propriété. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment creuser, l'accession à la propriété en centre ancien, pour permettre de faire revenir des nouveaux habitants à l'intérieur. Et donc, c'est des questions, à mon avis, qu'il va falloir apporter pour retrouver des habitants pour nos centres-bourgs en zone détendue. Merci. Peut-être la question de l'embellissement. Est-ce que c'est quelque chose... Oui, la question vous était adressée à vous, l'établissement public foncier. Alors moi, c'est peut-être pour préciser le sujet par rapport à vos deux sujets, hein, d'ailleurs. La question de l'embellissement, ça dépend si vous parlez de lieux encore occupés dont les propriétaires ne font pas ce qu'il faut pour justement entretenir leurs volets, ou est-ce que vous parlez de bâtiments vacants? Parce que dans les deux cas, il y a des choses très très différentes qui sont en place. La question de lorsque c'est occupé, et là, moi je rejoins tout à fait, quand on a une petite ville, hein, ou un village et que vous avez en face de la mairie les deux bâtiments volets fermés ou décrépits sur l'espace public, enfin, c'est toute l'attractivité, tout le dynamisme qui est vraiment impacté. Donc pour ça, il existe quand même des dispositifs, c'est-à-dire que les élus peuvent mettre en place des choses avec une obligation de rénovation. Il y a des aides de l'ANA qui vont avec, c'est tout ce qui est ravalement de façade, traitement des façades, et puis après on passe dans le coercitif. Alors en revanche, c'est dur à porter parce qu'il faut quand même le mettre en place, mais il y a même des financements à la clé qui vont sur ça. Après, si vous êtes sur des bâtiments vacants dont les propriétaires, on ne sait plus où ils sont, et ça c'est là où on intervient énormément, nous, côté EPF, et donc on se retrouve avec finalement, alors c'est pas du bien vacant sans maître, on est un petit peu en avant ça, c'est-à-dire les propriétaires sont là, enfin en tout cas sont toujours connus, mais en revanche n'ont pas envie d'aller faire l'effort. Ça leur coûte moins cher de payer quand même l'impôt foncier que finalement de traiter et de remettre à Et là on en arrive au coût de la réhabilitation justement. Exactement. Donc là, c'est là qu'on est là nous pour discuter un petit peu les choses et travailler avec vous sur jusqu'où on va, et ça peut aller jusqu'à certains arrêtés, sur des travaux. Voilà, c'est toute une ingénierie. Pareil, les textes existent. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'en revanche, la mise en œuvre de ces textes demande un appui côté service de l'État et côté EPF qui doit être assez important.
parce qu'on se trouve avec des dispositifs, il faut aller voir des juges, il faut aller voir l'ARS. On est sur des choses qui sont un petit peu compliquées. Voilà. Mais ça, les dispositifs dans les deux cas existent. Après, je reviens sur ce que vous soulignez, et c'est là que je suis sur cette question, comment est-ce qu'on va réhabiliter ? Oui, nous on fait le constat, on a fait des études, y compris de marché, la réhabilitation à ce jour coûte plus cher parce qu'on n'est pas en coût global. C'est-à-dire on ne va pas compter le coût des réseaux ou les coûts pour la collectivité de ramassage des ordures ménagères quand vous faites du neuf. Et il faut aller chercher, il faut augmenter les réseaux, il faut augmenter la capacité. Et si c'est en plus une passoire thermique qu'il faut réhabiliter, est-ce qu'elle coûtera en moins en fonctionnement ? Sauf que ça, pour le coup, justement avec le zéro artificialisation nette, on va quand même voir un renversement, ça va prendre un peu de temps, mais de ces valeurs, puisque le coût de l'extension va avoir un impact, alors je ne sais pas si c'est en matière de fiscalité, mais il y aura en tout cas une attractivité vers la réhabilitation qui sera plus forte. Et au jour d'aujourd'hui, étant donné que c'est plus élevé de réhabiliter, c'est surtout plus contraint et vous avez aussi plus de contentieux parce que quand vous réhabilitez, c'est des travaux avec des voisins, des mitoyens. C'est totalement là qu'on a mis de l'ingénierie financière complémentaire. C'est-à-dire côté EPF, on revend à perte de manière à absorber le surcoût de travaux qui fait que c'est plus cher pour l'instant de réhabiliter. Et vous avez les partenaires en région Occitanie, la région a mis en place également des dispositifs, les départements accompagnent de manière à favoriser l'acquisition-amélioration pour accompagner ça. Et le dernier dispositif que vous avez, je pense qu'il peut être intéressant, l'ANA a également mis un dispositif alors je crois que ça s'appelle le DIF, dispositif d'intervention foncière, qui permet cette sorte de démembrement que j'évoquais tout à l'heure, à savoir qu'un institutionnel peut-être achète le bien et que derrière, la collectivité puisse faire les travaux, elle peut en bénéficier, louer et racheter petit à petit le bien. Ce qui fait que ça équilibre un petit peu plus dans le temps cette question de réhabilitation. Donc des dispositifs existent, ils sont peut-être encore méconnus et en tout cas mal maîtrisés. Alors Stéphanie Dupuy-Lyon, qui est la directrice générale de l'aménagement, du logement et de la nature, vous écoute. Je vous ai demandé de faire la synthèse tout à l'heure, mais il est peut-être temps aussi de pouvoir intervenir dans ce débat et d'attirer notre attention sur tel ou tel point. D'autant qu'on sait qu'aujourd'hui, vous avez été dans cette grande démarche habiter la France de demain et tout cela résonne avec ces travaux. Alors merci à vous, merci au débat qui sont très très intéressants. Alors moi peut-être qu'il y a pas mal de choses que j'ai entendues même sur la table ronde précédente sur la question du foncier. Parce que là, actuellement, sur ces sujets de foncier et derrière le zéro artificialisation nette, je trouve qu'il y a beaucoup de caricatures. Et ce que vient de dire... il y a beaucoup de peur aussi de la part des élus. Oui, mais de la peur qui est peut-être un peu organisée, entre guillemets, et beaucoup de caricatures. Du coup, je trouve à la fois votre témoignage, monsieur le maire, et la vidéo qu'on a vue, l'intervention qui vient d'être faite, qui illustre bien. Oui, il y a aujourd'hui une urgence à agir pour ces territoires qu'on vient de voir et notamment les petites villes de demain. Et du coup, j'en profite pour saluer ce programme, saluer le programme de la NCT, l'ensemble des équipes et l'ensemble des villes en fait qui se sont inscrites dans cette démarche parce que je pense que c'est en effet un programme très intéressant dans ce qu'il entraîne d'un système, de l'ensemble de collaboration et c'est vraiment aussi un périmètre d'action très intéressant. Ce qu'on voit quand même, c'est beaucoup de territoires qui sont, on a vu des ruines. Est-ce qu'on continue à détourner le regard de ces ruines? Est-ce qu'on continue à consommer de nouveaux espaces agricoles, naturels et forestiers? Je vais revenir le pourquoi en fait il faut refaire la ville sur la ville. Pourquoi aujourd'hui le foncier, oui, est stratégique et c'est bien parce que ce foncier est stratégique qu'on voulait qu'il y ait cette prise de conscience, que les élus notamment et sur les territoires, à l'échelle des documents d'urbanisme du PLU, à l'échelle intercommunale, à l'échelle du SCOT, à l'échelle de la région, parce que bien entendu les choses vont se faire en intelligence, vont se faire à la bonne échelle déjà intercommunale du bassin de vie de la région pour organiser entre guillemets cette consommation d'espace. Mais oui, il était nécessaire d'agir pour ces territoires, d'agir pour faire du renouveau et pouvoir sortir ces ruines. Et il était aussi nécessaire d'agir pour arrêter la consommation de nouveaux espaces agricoles, naturels et forestiers. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le ZAN ? En fait, c'est la question de la fonctionnalité du sol. Le sol, c'est le support du vivant, c'est le support de tout notre écosystème. On est dans cette chaîne du vivant et vous le voyez au quotidien, nos territoires sont de plus en plus vulnérables face à des risques
notamment naturels. Vous voyez bien les défis qu'on a avec la double crise à la fois climatique et de biodiversité. Et en fait, ce support du vivant, le sol, il faut désormais qu'on le préserve le plus possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à aménager. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à construire. C'est idiot en fait de mettre en caricature en fait l'aménagement versus la fonctionnalité des sols. Par contre, il faut penser des aménagements et de la construction différente. Donc on peut déjà, par exemple, construire en ville en aménageant, en évitant d'imperméabiliser, en laissant les écoulements de l'eau, en laissant le plus possible de la nature en ville, parce que ça nous protège, Mais par rapport... Pour revenir au foncier à bâtir, Ouais. beaucoup de maires de petites villes disent « moi, je suis prêt à accueillir de nouveaux habitants, il y a des familles qui veulent venir s'installer chez moi, est-ce que demain, je vais pouvoir continuer à construire parce que mon centre-ville n'est pas suffisant, je n'ai pas de friche à réhabiliter ?» C'est des mots qu'on entend. Alors, je suis d'accord, mais ce que je voudrais voir, c'est il faut qu'on se pose toujours la question du gisement. A-t-on un gisement de foncier? A-t-on un gisement de friche? Et si, au bout du bout, il n'y a plus rien comme gisement, on peut penser à consommer de nouveaux espaces en faisant des compensations. Ou est-ce qu'on va pouvoir faire Ça s'organise en fait. Alors, juste, il y a un autre point qui est très important qui a été mentionné, je voulais le dire un peu dans les 4 points que je voulais mettre en avant, c'est que la question, c'est le projet. C'est le projet politique et c'est le projet de territoire. Et tout ça, il doit être traduit dans le document d'urbanisme. Donc la main, elle est aussi aux élus, aux maires, aux présidents d'intercommunalité, aux élus qui doivent avoir avoir un projet de territoire. Il faut qu'ils aient la main sur ce foncier. Donc il y a un précédent intervenant, on tombe vite sur un peu la caricature, on va empêcher tout développement économique, mais je vois pas trop où sont nos industries, alors que ça fait 50 ans, entre guillemets, qu'on a consommé des espaces naturels, agricoles et forestiers, qu'on a des friches de partout qui sont pas réhabilitées. Donc quand on veut se comparer aux pays européens, regardons comment ils consomment des espaces, ils réhabilitent énormément, ils recyclent énormément. En France, nous avons en effet un problème, c'est-à-dire que la construction neuve coûte moins cher que la réhabilitation. Et donc aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est d'accompagner à la fois en outils, en ingénierie avec les établissements publics fonciers, en ingénierie avec le programme Petite Ville de demain et avec un certain nombre de financements. Vous avez parlé du fonds friche. On a 10 ans devant nous de gisements de friches à réhabiliter, à recycler. On a démarré avec le plan de relance. On a eu une première vague et un premier abondement. On a obtenu le doublement de l'abondement du fonds friche. On a obtenu de la part du président de la République la pérennisation du fonds friche. On a 10 ans devant nous de travail important. Et pour tout ça, on a besoin d'un certain nombre de professionnels, dont les architectes, mais pas que, des urbanistes, des opérateurs fonciers, des environnementalistes, des aménageurs, des constructeurs, pour que tous ces travaux-là soient faits aussi avec qualité. Parce que je crois que la table ronde parlait à la fois de refaire la ville sur la ville, donc je suis un peu... Mais de la rendre désirable. Mais de la rendre désirable. Ouais. Et bien entendu qu'il nous faut de la qualité. Il nous faut de la qualité. Et puis correspondre aux attentes des habitants, leur faire aimer aussi ces centres-villes réhabilités. La question qui se pose aussi à vous, Alain Roussel, c'est de se dire, on a 10 ans, il faut que nos documents d'urbanisme soient plus stratégiques, comme on vient de l'expliquer, en disant il faut qu'on garde la main, nous, élus locaux, dites-vous. Oui, il y a des choses, je suis plein de mails sur lesquels j'aurais voulu m'exprimer. On parlait tout à l'heure de reconquérir les espaces, tout de suite. Moi, j'ai entamé alors, tout le monde se moque de moi, mais ce que j'ai appelé un ruine tour. C'est-à-dire qu'on fait, avec le PF, chez nous, le PFGE, le tour des communes volontaires. J'en ai 33 inscrites actuellement sur les 60 de la communauté de communes, où on recense, on va visiter toutes les maisons en ruine qui sont dans la commune. Et souvent, les espaces qu'on envisageait, que certains maires envisageaient comme constructifs à l'extérieur de leur village, on les trouve dans le village, où il y a 3 maisons autour de l'église qui sont complètement en ruine.
Et voilà, l'espace, il est là. Hein. On a vraiment ces possibilités-là. Et moi, il y avait une question qui a été posée par un collègue de Haute-Loire tout à l'heure, c'est la question du financement. Hein. C'est vrai que ça coûte plus cher. Réhabiliter, ça coûte plus cher. Mais à nous de trouver des solutions. Moi, je suis aussi élu au conseil départemental des Vosges. J'ai été vice-président en charge des aides aux collectivités. À une époque, 20% des aides aux collectivités du conseil général des Vosges à l'époque partaient sur les aides au lotissement. J'ai fait supprimer ces aides. C'est plusieurs millions d'euros qui auraient pu et qui pourraient aller à la réhabilitation de ces maisons existantes. Je pense que si tout le monde concentrait son action sur ces réhabilitations, on progresserait très très largement. Merci. Donc, diagnostic par des ruines tours. Hein, donc, vous pouvez suivre l'exemple vosgien. La question de rendre viable et comparativement intéressant la réhabilitation par rapport à la construction. Ce matin, on avait la représentante de l'ANA. Hein, on est bien aussi sur les outils que l'ANCT souhaite développer et promouvoir. Merci. En fait, je vais me permettre de ne pas répondre à la question, mais de répondre à la question que je me posais à moi-même. C'est la fin de journée. Non, il y avait un point, il me semble, qui transparaît dans tout ce que vous avez évoqué et ce que Christine Lecomte évoquait, le fameux récit. Alors, c'est un terme qui peut paraître un peu éthéré. En réalité, c'est vraiment le point de départ quand on parlait de projet ce matin avec monsieur le maire de Joinville notamment. Et ça fait écho aussi à cette notion de désirabilité. C'est-à-dire que très clairement, aller sur des opérations plus compliquées, qui coûtent plus cher, qui vont être plus longues, ça suppose beaucoup de courage politique et je vous salue pour ça aussi. Et également que vous embarquiez votre population, à la fois vos habitants et puis les habitants autour, justement, puisqu'on est bien dans un enjeu d'amélioration de la qualité de vie des habitants des communes et aux alentours. Et on l'a très bien vu sur Oudan, qui a retrouvé de l'attractivité pour son commerce grâce à cela aussi. Oui, et donc du coup, je voulais juste évoquer ça parce qu'on voit bien tout l'enjeu de s'entourer. Enfin, je ne vais pas revenir parce que je ne suis vraiment pas une experte de ce sujet-là, donc je ne me permettrai pas de paraphraser les autres intervenants, mais sur cette logique, ce sujet d'associer les habitants le plus tôt possible. Moi, j'ai en tête l'exemple de Murat, dans le Cantal, où le maire nous expliquait, par exemple, qu'il a été chercher une paysagiste pour organiser de la concertation autour des places publiques de Murat, associant à la fois les habitants, les commerçants. C'est pas forcément hyper compliqué, ça s'est passé sur quelques mois, mais ça permet quand même d'engager tout de suite une discussion avec ceux qui pratiquent la ville au quotidien sur l'esthétique de la ville, comment ils la voient. Et c'est vrai que l'entrée architecturale, l'entrée paysagère, ça peut être un très bon support. Il y a plein d'autres façons de faire, donc je veux surtout pas, voilà, et c'est pour ça aussi, là aussi en termes d'apport en ingénierie dans le programme, on est là pour ça. Il y a un très beau programme porté par l'ANCT qui s'appelle le Territoire en commun, qui vous permet de travailler en collectif sur ces enjeux d'association citoyenne. Mais voilà, juste pour vous signaler, c'est indispensable de vous emparer de tous les outils qui vous ont été présentés, et également dès le début de votre projet de travailler à cette question du récit, et cette question du récit se travaille nécessairement avec vos habitants et les acteurs de vos territoires. Merci. Vous avez la parole, allez-y. Oui, bonjour, Jean-Michel Perret, maire de la commune de Saint-Hilaire-Bretmas dans le Gard. Une petite intervention parce que effectivement entre l'atelier précédent et maintenant la question du ZAN évidemment revient de manière récurrente et je crois qu'il ne faut pas opposer. On a des territoires effectivement avec des ruines tours. J'aime bien l'expression parce que c'est vraiment le cas. Et on a des territoires en forte tension avec des fortes demandes comme l'Occitanie, effectivement avec une migration liée au tropisme solaire, on va dire. Alors que la loi, elle, est partie pour s'appliquer de manière assez uniforme sur l'ensemble du territoire. Et je crois que la vraie problématique, elle est là. On est tous conscients, on est tous d'accord, il faut absolument sauver notre planète, il faut absolument mettre des moyens en œuvre pour préserver notre biodiversité. Et en même temps, la biodiversité, dans toutes les espèces, il y a aussi une espèce, il y a l'espèce humaine. Alors jusqu'à présent, c'était le principal prédateur, et ça l'est toujours d'ailleurs. Mais en attendant, il faut aussi tenir compte que ce prédateur-là, que nous sommes, si on veut avoir une certaine forme d'acceptation politique de nos populations, il faut aussi que la loi, elle soit appliquée de manière qui soit intelligente, raisonnée. Il faut qu'on puisse nidifier, c'est ça? Pardon? Il faut qu'on puisse nidifier. Je pense. Qu'est-ce qu'on cherche tous quand on se présente à des élections? La qualité de vie. C'est ce qu'on cherche.
on cherche à améliorer la qualité de vie de nos populations. C'est notre principale motivation. Sinon, on ferait autre chose. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on fasse très attention. Si on veut respecter la qualité de vie, effectivement, l'espèce humaine, c'est comme des chats, des chiens, elle a besoin d'un espace vital. Elle a besoin d'une certaine surface. À vouloir trop densifier à certains endroits, on va arriver un petit peu comme des poulets en batterie, ça va finir par se battre. Et en même temps, il faut qu'on fasse attention effectivement à densifier. Je partage cette idée qu'effectivement on a beaucoup trop consommé d'espace. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, madame, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, dans la défense de ce ZAN, on a su faire des quotas de pêche. Parce qu'on savait que le thon rouge en Méditerranée, il ne fallait pas qu'on prélève plus de tant de pourcentage de l'espèce pour qu'elle arrive à se reproduire avec une certaine forme de diversité génétique. Par contre, pour défendre le ZAN, on n'a pas su expliquer, voilà, en 2100, on prévoit un horizon de tant de millions d'habitants, on prévoit un horizon de changement climatique qui va faire que, par exemple, chez nous, en Occitanie, on risque d'avoir une désertification qui va accentuer l'appauvrissement des sols. On a déjà des phénomènes de salinisation qui font que les cultures souffrent, plus un ensoleillement trop chargé qui fait que les vignes brûlent et donc ne produisent moins. Donc il y a tout ça, je crois qu'on sait le paramétrer, on sait le faire pour le thon rouge en Méditerranée, on doit savoir le faire, je pense, sérieusement pour l'horizon 2100. Donc c'est à partir de ça qu'il faut déterminer de quelle surface agricole on a besoin, de quelle surface de biodiversité on a besoin et où. Parce qu'une terre agricole, elle a un potentiel agronomique qui n'est pas le même d'un endroit à l'autre. On ne peut pas faire de la carotte là où on fait du blé. Alors, on va laisser Stéphanie Dupillon vous répondre. Et puis ensuite, on passera la parole à Christine Lecomte. Alors, je ne crois pas qu'on ait dit que le zéro artificialisation nette visait la densification. Enfin, je ne crois pas avoir expliqué que pourquoi zéro artificialisation nette, l'objectif, c'est pas de densifier. Et c'est pas parce qu'on va tendre vers une trajectoire de zéro artificialisation nette que obligatoirement on densifie. Et alors après, je n'avais pas encore réfléchi, mais je vais sûrement m'y pencher sur un système de quotas. Mais le sujet, il n'est pas là. Aujourd'hui, en fait, on ne peut pas, comment dirais-je, faire des quotas, entre guillemets, sur notre espace de vie. À un moment donné, il y a une capacité d'un système à pouvoir, entre guillemets, accueillir un certain nombre d'activités, à la fois des activités humaines, tout en préservant la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité des sols. Vous êtes notamment, par exemple, en territoire Occitanie, fortement concerné aussi par des sujets d'événements de risques naturels, climatiques. Donc, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience globale. Et en tant qu'élu, vous devez quand même aussi discuter et faire de la pédagogie avec les citoyens. Il y a des territoires sur lesquels la capacité d'accueil a été atteinte. Et en fait, on pourrait exposer en fait beaucoup plus de biens et des personnes à des risques majeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai du mal un peu à rentrer dans un système de quotas. Tout à l'heure... Par contre, bien sûr que l'idée est bien de faire une approche à la fois différenciée des territoires et de faire une approche intelligente. Il n'a jamais été dit que le zéro artificialisation nette ne serait pas dans une approche intelligente. Elle est à la main des élus et des territoires dans un emboîtement d'échelle du PLU en passant par le PLUI, le SCOT et le SRADET. Donc je ne comprends pas comment on peut accuser. Et on a jamais... Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans une discussion à deux, parce qu'on est nombreux, mais ce que vous nous avez dit sur l'importance aujourd'hui pour les élus locaux de bien maîtriser la stratégie d'urbanisme à travers tous ces documents qui vont du STRADES au PLU en passant par le SCOT. Christine Lecomte. Oui, j'avais une petite réflexion parce qu'effectivement c'est un débat qui est monté très haut en ce moment. Et qui monte très vite. Et qui monte très très vite et qui en fait oppose quelque chose qui n'est pas opposable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'est pas en train de dire qu'on doit arrêter d'habiter des maisons individuelles. C'est pas ça. On est juste en train de travailler sur la possibilité d'imaginer ensemble, la possibilité d'imaginer, donc on va ensemble. doucement, des typologies qui soient autres
que la maison de lotissement sur sa parcelle de 1000 m² qui consomme de l'espace, de l'eau, qui demande 5 à 7 fois plus de moyens pour la puissance publique, pour amener des transports en commun, etc. Donc c'est impossible, nous n'avons pas les moyens collectivement, à un logement collectif standard, mal fagoté, d'un promoteur qui voudrait juste faire de l'argent. En fait, j'essaye de dire qu'il faut arrêter d'opposer le modèle de la maison à celui-ci et qu'entre les deux, il y a plein de typologies qui sont soit qui existent déjà, et si vous voulez, on en visite ensemble, soit des typologies à inventer, et ça, c'est vos territoires qui vont nous permettre de les inventer, parce qu'il y a énormément de typologies, et notamment dans la réhabilitation, qui permettent de nous emparer en fait de volumes qui ont des potentiels extraordinaires pour créer des habitats de demain. Et je rappelle juste 2 chiffres. 60% des maisons individuelles aujourd'hui sont sous-peuplées en France. Donc quand on va avoir les questions de démographie et de baby-boom et de retraités, on sait très bien que les retraités souhaitent rester sur le même lieu où ils ont vécu, mais parfois la maison n'est plus adaptée et donc on va avoir aussi besoin de travailler sur le parcours résidentiel. Et là, il y a besoin de typologies différentes et ça ne veut pas dire qu'on va les mettre dans des petits appartements mal foutus dans les cœurs de ville. On va aussi pouvoir les mettre dans des endroits où ils vont pas s'épanouir et ça veut dire que collectivement, il faut qu'on réfléchisse à des endroits où on va être bien ensemble, jeunes, personnes âgées, etc. L'intergénérationnel. Voilà. Et l'autre chiffre, c'est que dans la population des jeunes, on en a de plus en plus qui ont conscience qu'ils n'auront pas une maison avec 1500 m² de terrain. Je crois que le baromètre Qualitel disait que les moins de 35 ans, à 60%, n'imaginaient pas qu'ils auront une maison individuelle. Et ça ne veut pas dire qu'ils abandonnaient ce rêve, c'est simplement qu'ils ont la capacité d'imaginer qu'on va pouvoir travailler sur un urbanisme beaucoup moins individualisé et beaucoup plus du partage. Ils nous disaient, ils veulent de la sociabilité aussi, ça veut dire travailler sur les espaces publics, sur des places, sur ce qui le problème, c'est que c'est compliqué. Ce que je voulais dire, c'est que je suis désolée de le dire devant les élus parce que je sais que si j'étais à leur place, je serais très mal en entendant tout ça parce que je sais que c'est compliqué. Mais en même temps, je vous assure que les professionnels, et je pense qu'on est beaucoup autour de cette table, à essayer de donner au maximum pour pouvoir vous accompagner. Vous avez donné l'exemple de Murat tout à l'heure, Juliette Auricoste, mais moi, je connais plein de confrères qui travaillent dans le Cantal, dans l'Aveyron, dans l'Ariège, en Normandie, et qui se posent ces questions d'accompagner les élus pour travailler sur des nouvelles typologies urbaines de cœur de ville qui donneront à tous envie de revenir vivre dans les cœurs de ville. Merci de ces paroles stimulantes. Qui souhaite intervenir? Oui, on peut l'applaudir. Voilà, vous avez le micro, allez-y. Bonjour. Oui, ça marche, on vous entend. Excusez-moi. Donc Thierry Legendre, chef de projet sur la communauté de communes du Limouxin, avec un X, donc Limoux-Couisa, donc dans l'Aude. Donc je suis chef de projet depuis aujourd'hui. Mais j'ai été aussi chef de projet politique de la ville et autres auparavant, y compris en milieu rural. Et j'ai travaillé sur la question notamment des centres-bourgs, avec une inadéquation totale entre ce que veulent les jeunes du 34 et puis les autres, la petite maison, le petit machin, et puis les maisons du centre-bourg. J'ai travaillé il y a quelques années, moi, sur un dossier en rue. Et ce qui était super avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est que vous aviez en face de vous tous les financeurs qui intervenaient sur un projet global, le plus souvent sur du public, mais du coup c'était assez simple. Là, sur cette question de refonte globale, parce que l'enjeu pour moi il est là, c'est la refonte globale des centres-villes de petites villes de demain pour que l'inadéquation actuelle entre l'offre et la demande puisse être résorbée. Et on nous explique effectivement tout à l'heure que financièrement c'est compliqué parce que la rénovation coûte plus cher que la construction. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on a, en tant que chef de projet, la possibilité d'aller voir les uns et les autres pour monter ce type de projet et les financer. Je ne sens pas encore le fait qu'il y ait quelque chose qui serait similaire à un projet en rue qui permettrait de faire ça de façon plus facilitée. Et vous comprenez qu'en termes de chef de projet, plus les choses pourront être simples, rapides et faciles pour nous, plus ce sera effectivement intéressant. Merci. Juliette Auricoste, très, très brièvement, et puis après on donnera la parole à Stéphanie Dupuy-Lyon pour conclure sur cette petite ville de demain désirable, avec de nouveaux modèles à inventer et à créer.
Déjà, merci beaucoup et bienvenue dans le réseau. Je note, éventuellement, ça vaudra le coup qu'on en échange. Comme vous le savez, Petite Ville de demain, on est partis tous ensemble dans l'aventure jusqu'à 2026. C'est une boîte à outils évolutive, tant sur son contenu que sur ses modalités. Donc, on a vraiment besoin de vos retours, de vos attentes pour améliorer ça tous ensemble. Donc, bien volontiers pour les recommandations et idées. Stéphanie Dupillon. Moi, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et j'ai développé tout ce que j'avais à dire. Bon. Je crois qu'en plus, on a notre ministre qui est là pour conclure. Peut-être juste, voilà. Donc, j'avais pas forcément à conclure la table ronde, mais le laisser peut-être conclure lui. Un peu sur le désirable, quand même. Oui, alors peut-être. Oui, alors peut-être juste dire en fait que, j'ai essayé de développer 4 points, c'est-à-dire le fait que la question de pourquoi bâtir la ville sur la ville pour les défis de transition écologique, énergétique et sociétale, qu'on a vu, et je trouve que le Ruin Tour est une illustration importante de pourquoi aussi il faut agir, et notamment dans les petites villes de demain. Clairement, la question de la rénovation et du recyclage, il n'y a jamais eu autant de moyens actuellement pour tous ces projets-là. Alors, c'est peut-être pas encore suffisant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le président de la République a annoncé la pérennisation du fonds Friche. On y réfléchit. Au niveau de l'ANA, je pense que la directrice générale en a parlé ce matin. Il n'y a jamais eu autant de moyens conséquents et on est en train aussi de simplifier et de massifier tout le parcours de rénovation pour les propriétaires bailleurs. Donc, c'est vraiment un modèle qu'il faut qu'on arrive à soutenir. C'était pas le modèle aujourd'hui le plus inné parce que c'était le plus compliqué et le plus cher. Donc ça, c'est le deuxième point peut-être en conclusion. Clairement, si on ne fait pas de la qualité d'usage des logements, la qualité des services, la qualité des aménagements, si on ne peut pas concilier à la fois de la construction et de la préservation de la nature et l'accessibilité entre guillemets pour les citoyens à des espaces verts et à un certain nombre d'espaces aussi récréatifs et de nature, on n'y arrivera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut à tout prix que ces programmes-là soient désirables et désirés et donc de qualité. Et puis par ailleurs, on l'a bien vu aussi, c'est tout un ensemble d'acteurs. En fait, c'est un système total qu'il faut faire bouger. Je pense que le chef d'orchestre en fait, de ce système, c'est vraiment l'élu. Ça doit être les territoires, des projets politiques et des projets territoires. Et l'ensemble des acteurs, que ce soit l'État, les établissements publics de l'État, l'ensemble des professionnels, des partenaires, des bureaux d'études, doivent tous converger autour de ce projet des élus. Donc vraiment, c'est acteurs et outils mobilisés pour réussir. Merci beaucoup, merci mesdames, merci monsieur.